Christelle Luisier, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidate à une réélection au Conseil d'État sur cette liste Alliance Vaudoise. Vous représentez le PLR, bien sûr. Vous avez 47 ans, vous avez commencé votre carrière politique à Payerne et à la Constituante aussi assez rapidement. Syndic de Payerne, député, puis élu au Conseil d'État dans une élection partielle en 2020, c'est assez récent. Quelques semaines avant le premier confinement, en fait, vous êtes entré en fonction à l'été. Comment vous avez pu aborder... Moi, je suis rentrée en fonction au mois de mars. Ah oui, au mois de mars, plus vite. Oui, c'était une partielle, c'était voilà, pas l'entrée en fonction habituelle d'une élection qui se passe un peu plus tard. Mais du coup, alors voilà, encore plus, vous êtes entré en fonction en plein tourment. En pleine tourmente, vous n'en êtes pas sorti en fait, puisqu'on voit la fin de crise se dessiner, on l'espère. Comment on entre dans un job pareil, qui est quand même un défi dans une période compliquée quand même? Ouais, c'est assez particulier parce qu'en fait l'urgence devient la norme et je suis rentrée en fonction, c'était le 17 mars, assermentation à huis clos. Donc là on était vraiment quelques jours après le confinement, c'était le 13 mars. Exactement, et donc j'ai directement débuté par une séance de crise avec le Conseil d'État et avec des bureaux dans mon département qui étaient vides puisque toutes les personnes étaient en télétravail. Et finalement ce qui m'a le plus marqué, outre la gestion de la crise, évidemment, qui nous a tous beaucoup marqués, c'est le fait d'entrer dans un département nouveau, parce qu'en fait, le département avait été reconstitué, donc il y avait des personnes qui ne se connaissaient pas entre elles, et finalement, sans que ces personnes soient là. Donc moi qui suis plutôt favorable au lien, au contact, déjà dans la vie, mais aussi évidemment avec les collaborateurs, il a fallu faire à distance, et quand vous ne connaissez personne, c'est ça que j'ai trouvé le plus compliqué. Donc c'était un peu rock'n'roll. Vidéoconférence, et quand on connaît déjà les gens, c'est pas facile, mais quand on ne les connaît pas du tout et que vous entrez dans des bureaux où il n'y a personne, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. D'une part pour faire connaissance, d'autre part pour appréhender les enjeux du département et les gros dossiers qu'il s'agissait quand même de mener, disons, à côté de la crise jusqu'à la fin de la législature. Depuis, vous avez vos collègues du Conseil d'État qui vous disent 3 fois par séance non, alors d'habitude on fait comme ça, tu verras peut-être un jour, mais là on est obligé c'est ça? Oui, c'est un peu ça, et en particulier par rapport au lien avec la population. Comme syndic, j'ai été habituée à avoir beaucoup de proximité. Et c'est quelque chose qui me manque avec la crise. C'est clair qu'au coton, c'est un peu différent dans les contacts avec les gens. Mais là, avec la crise, ça a un peu accentué cet espace-là qui, moi, ne me convient pas. Et effectivement, les collègues disent oui, en général, on fait un apéro ou on a, disons, une partie informelle qui permet finalement de peut-être refaire une séance un peu qui a été vive, etc. Et là, on est sur quelque chose qui est très spécial par rapport à ça. Vous avez tout de même tenu à aller à la rencontre de certains de vos administrés, en tout cas c'est le cas des communes par exemple, vous avez la charge du territoire et des institutions. Ça a été aussi plus complexe à cause de la pandémie? Clairement, c'est vrai que moi je viens du milieu communal comme syndic pendant 10 ans, et puis on sait aujourd'hui qu'il y a encore des tensions entre l'État et les communes. Il y a un bout de réponse qui a été donné sur les finances, mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup d'éléments à travailler. On a une collaboration à renforcer, et pour ce faire, il faut connaître les gens. Et donc c'est vrai que j'ai débuté un tour du coton en allant voir les syndics et municipaux. J'ai dû l'arrêter pendant une des vagues du Covid. J'ai repris maintenant ces rencontres qui permettent finalement d'aller au-delà d'un mail ou d'un téléphone qu'on reçoit pour tel ou tel dossier, mais d'avoir vraiment une relation personnelle avec toutes ces personnes. Et ça, c'est vraiment pour moi primordial. C'est quand on voit le nombre de communes qu'on se dit que c'est quand même cool, les fusions de communes. Ouais, 300 communes dans le coton, c'est pas totalement évident. C'est un beau chemin de pèlerin. Vrai que, voilà. On va vous poser la question du déclic politique comme à toutes les candidates et tous les candidats. Ce moment où, jeune peut-être, adolescente, vous êtes dit, tiens, ça c'est pour moi, la chose publique m'intéresse. Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas s'il y a eu un déclic au tant que tel, mais il y a eu une série d'éléments. D'une part, je le dis souvent, mais j'ai grandi dans un café. Un café de quartier, on n'avait pas de cuisine dans l'appartement, donc c'est vrai que les réseaux sociaux de l'époque. C'était les réseaux sociaux, café du commerce, quasiment. Et c'est vrai que j'étais très souvent dans ce café, vu que mes parents y travaillaient les deux, et donc j'ai été très tôt finalement associée à la vie publique de par les discussions de café. Et j'ai toujours été intéressée par le droit public, donc par la vie de la cité, par la politique, mais au sens de vie dans la cité, la manière dont on aménage les relations entre l'État et les citoyens, la manière dont on vit
vit tous ensemble, alors qu'on a des cultures différentes, des langues différentes aussi dans ce pays. C'est ce qui m'a amené à choisir le droit public. Et puis, au final, il y a un peu un concours de circonstances. On vient me chercher, j'avais quoi, je pense 23 ans pour le conseil communal. J'ai accepté. Parce que j'avais cet intérêt pour la vie publique et puis finalement d'apporter aussi ma pierre à l'édifice communal. Et donc ça m'a plu. Et ensuite, j'ai eu la chance d'être élue à la constituante. Et ça, je pense que c'est formateur. Ça, c'est hyper formateur parce que j'ai été présidente de groupe à 24 ans. Et donc, on apprend tout, les discussions avec les autres groupes politiques, le fait de prendre la parole, de trouver des consensus. Et ça m'a énormément plu, ce qui fait que depuis lors, j'ai, d'une manière ou d'une autre, dans des fonctions différentes, toujours exercé soit une tâche publique ou respectivement des fonctions au sein de mon parti. Bon. Ça fait quelques mois maintenant donc, que vous êtes élu au Conseil d'État vaudois, presque 2 ans. On se rend compte des réalités dans une période comme celle-là. Alors on peut poser la question à tous les candidats. Est-ce que vous avez envie d'y retourner ? Est-ce que c'est une réflexion ? Est-ce que vous y avez quand même pensé ? Ou est-ce que vous êtes tellement dans l'action encore fraîche, encore récente, que ça n'a même pas été une question ? Non, alors j'avoue qu'après 2 ans, ça n'a pas été vraiment une question. Je dirais que la question, elle a plutôt été au moment de me présenter en 2020, parce que cela fait déjà un certain nombre d'années que je suis active en politique, et je sais ce que ça veut dire aussi en termes d'organisation de ma vie, sur le plan professionnel, privé, politique. C'est un peu une triple vie, et donc c'est un vrai choix. Il faut sentir la flamme. Il ne faut pas faire des listes de pour ou de contre. Il faut vraiment le sentir. Et voilà, donc dès le moment où j'ai... Voilà, c'est le cas. J'ai toujours la vocation, la conviction, l'enthousiasme nécessaire pour exercer une fonction de ce type. Alors, dans les fonctions de ce type, on peut prendre des décisions et nous, on vous offre cette baguette magique, comme à tous ceux qui passent derrière ce micro, de pouvoir... pas imposer, mais proposer une réforme immédiate, quelque chose qui, à votre sens, ferait du bien à ce canton et qui pourrait être mis en place tout de suite, si c'était possible. Alors écoutez, déjà, il n'y a pas vraiment de baguette magique et il n'y a pas de clé parce qu'on est toujours au travail en équipe. Ça, c'est ce que nous disent tous les élus. Les autres acceptent la baguette magique. Tous ceux qui sont sortants nous disent non, il n'y a pas. Mais parce qu'on sait que quand on est actif en politique, eh bien, on doit travailler en équipe et puis on ne peut pas décider, on doit convaincre. Alors maintenant, si je venais avec une proposition, je pense que quand même un des gros défis à venir, c'est les défis climatiques. Et pour moi, vraiment, si on arrivait aujourd'hui à se dire, on trouve des réponses au changement climatique, mais des réponses qui emportent avec nous la population. Donc ça veut dire des réponses qui misent sur l'innovation, qui misent sur les emplois de demain, qui misent non pas sur la peur, mais sur les opportunités, qui ne jouent pas les régions, par exemple, villes contre les campagnes, par exemple, en termes de mobilité. Ça serait vraiment quelque chose, c'est une chose à laquelle je tiens. Et par rapport à ça, dans toutes les solutions qu'on préconise, que ce soit pour les énergies renouvelables, que ce soit pour l'isolation des bâtiments ou que sais-je, c'est pas forcément une question financière, mais c'est une question de timing, de rapidité. Et si j'avais une baguette magique, j'aimerais qu'on puisse faciliter et finalement rétrécir le temps nécessaire pour les procédures et pour les décisions. Voilà. Et c'est, je pense, ça qui nous permettrait finalement d'atteindre nos objectifs de neutralité carbone notamment. Alors, justement, je suis allé voir le programme de l'Alliance vaudoise. Vous le mettez en avant assez vite, cet enjeu climatique. C'est bien la preuve que vous ne souhaitez pas le laisser à la gauche, le laisser au vert. Dans ce miracle que vous me décriviez à l'instant, la rapidité, les Verts vont vous dire c'est en contraignant peut-être un peu plus qu'on l'atteindra. Quelle est la solution ? Est-ce qu'on peut se contenter de convaincre ? Mais on a un seul et unique système dans ce pays, c'est celui de la démocratie. Donc, vous l'avez vu avec la loi sur le CO2. La loi sur le CO2 n'a pas passé la rampe devant la population. Donc aujourd'hui, soit on instaure une dictature, soit on convainc les gens que les solutions qu'on préconise sont les bonnes pour faire face à ce défi climatique. Et pour faire face au défi climatique, il faut des solutions qui répondent non seulement aux enjeux du climat, mais aussi à des enjeux sociaux, c'est-à-dire que ça doit être financièrement accessible pour les gens, et qui répondent aussi à des enjeux économiques. Une fois de plus, je ne pense pas qu'on va trouver des solutions en faisant peur, en étant contraignant vis-à-vis des gens, parce qu'ils vont dire non. Alors, sauf à changer les institutions, et c'est ce que je ne souhaite pas, mais on doit emporter les gens avec nous et leur montrer les opportunités de la transition énergétique. C'est ça, disons, le chemin que l'on doit poursuivre, et c'est
certainement ce qui nous différencie au sein de l'Alliance, en tout cas d'une partie de la gauche. Vous voulez aussi de la croissance, hein. Vous l'appelez croissance qualitative d'ailleurs, hein. Vous nous expliquerez peut-être ce que vous entendez par là. On peut continuer à croître en préservant l'environnement ? Oui, alors je pense que la décroissance, c'est la décroissance de la pollution. Mais lorsque l'on parle de croissance qualitative, on parle ici de croissance de la population, de la croissance aussi des emplois. Parce que qu'est-ce que ça veut dire la décroissance ? La décroissance, c'est moins de gens, c'est moins d'emplois pour nos jeunes. Respectivement, s'il y a moins d'emplois, il y a moins de fiscalité. S'il y a moins de fiscalité, il y a moins d'argent dans les caisses de l'État. S'il y a moins d'argent dans les caisses de l'État, c'est aussi une problématique de prestations, même si effectivement aujourd'hui, on aurait de la marge pour finalement la classe moyenne et avoir des baisses fiscales. Mais cela étant, à terme, un système de décroissance, c'est un système où on a finalement moins de prospérité et donc aussi moins de moyens pour l'ensemble de la population. Laissons ces questions du climat. Les relations entre le canton et les communes, vous l'avez abordé dès le début de cet entretien. On sent bien que c'est un de vos gros dossiers, hein. Alors, cette relation, elle est souvent un peu crispée. Elle a été notamment pour des raisons financières. C'est en voie de résolution. Il y a eu un accord entre le canton et les communes avec des temps différents, hein, en fonction des moyens financiers de l'État. Mais vous nous disiez à l'instant, c'est de loin pas fini, c'est de loin pas suffisant. Qu'est-ce qu'il faut pour que le mariage marche bien ? Alors je pense que dans ce canton, on ne peut vivre que si on a un canton fort et des communes fortes et des relations institutionnelles apaisées, parce que c'est la responsabilité des élus, hein, de délivrer des prestations et d'être à l'écoute des citoyens et non pas de se chamailler entre niveaux institutionnels. Donc c'est vrai qu'il y a la question financière, il y a toutes les autres collaborations que l'on peut avoir entre le canton et les communes, mais un des principaux défis auxquels nous sommes aujourd'hui confrontés, et ça va être le travail de ces prochains mois, c'est de réformer le système de péréquation et donc de solidarité entre les communes. Et c'est un peu le Rubik's Cube parce que les positions sont ultra différentes entre toutes les communes déjà, entre le canton et les communes et aussi entre les partis. Donc là, il y aura un vrai effort à faire de l'ensemble de la classe politique, mais aussi des communes pour pouvoir trouver des accords négociés. L'aménagement du territoire, c'est aussi une de vos tâches. Alors du Rubik's Cube, on passe peut-être à ce tétrisme géant, hein. On travaille sur une carte. C'est assez fascinant, l'aménagement du territoire. Je pense que vous partagez cette impression. On doit anticiper les besoins en logement, en terres agricoles, en terres dédiées à l'économie. C'est extrêmement complexe. On voit que vous avez des projets pour sauver un peu les terres agricoles, pour préserver toutes sortes de choses. Là encore, quand on voit la croissance démographique, mettre la pression sur ce travail-là, comment on y arrive, comment on anticipe ces choses-là ? Moi, je pense que la prochaine législature sera celle du territoire. Parce qu'en fait, le terrain est rare, il est précieux et il est au cœur d'enjeux très différents en termes de politique publique. Donc, c'est un sujet à la fois hyper technique et très émotionnel. Parce que vous avez d'une part des enjeux de développement, de croissance, mais aussi de préservation, que ce soit du patrimoine bâti, les monuments historiques par exemple, ou aussi la biodiversité. Les forêts, mais d'un autre côté, vous avez la biodiversité, de l'autre côté, vous avez peut-être l'agriculture, c'est pas toujours facile à aménager. Vous avez le développement des énergies renouvelables, mais d'une autre manière, vous avez la préservation du paysage, pensons par exemple aux éoliennes. Donc, c'est fascinant. Parce que dans tous ces domaines-là, il y a à chaque fois un bon intérêt public, il y a vraiment un bon motif finalement, par exemple d'aller pour la biodiversité ou de défendre l'agriculture. Et puis, on doit concilier ces intérêts, trouver des solutions finalement de compromis entre ces différents intérêts publics. Et c'est aujourd'hui un des thèmes majeurs de société. On vient de le voir aussi sur le plan fédéral. Par exemple, de savoir si l'énergie doit prendre le pas sur le paysage, parce qu'on a cet enjeu climatique. Et toutes ces réflexions-là, elles vont s'étendre sur les prochaines années. Que ce soit sur les relations avec les communes, sur l'aménagement du territoire, vous êtes une diplomate en fait. Vous devez créer du lien entre des acteurs qui ont pas forcément les mêmes intérêts. Bon, je pense que c'est très important d'arriver dans une discussion avec ses convictions parce que si on ne sait pas d'où on vient, on peut aller nulle part. Donc, on a forcément chacune et chacun une vision du monde. La mienne, elle est basée sur des valeurs de liberté, de responsabilité, de cohésion. Je suis une femme de centre-droite. Cela étant, évidemment que lorsqu'on est élu dans un conseil d'État, c'est qu'on veut être constructif, orienter solutions pour la population. Alors, je ne sais pas
Si je suis réellement diplomate, je suis quelqu'un d'assez franc et direct, mais en tous les cas, orienter solution, ça oui. Bon, on va aborder un dernier point qui est dans votre département aujourd'hui, c'est les institutions, hein. Alors, on sort d'une crise sanitaire qui a exacerbé les tensions, une certaine crise de confiance aussi à l'égard des institutions, de la politique. Je mets les médias aussi pour que vous vous sentiez moins seul. Mais on a une démocratie qui peut être assez fragile finalement. C'est pas un des défis de la législature aussi, ça? Oui, c'est le défi de la cohésion. On sort d'une période très compliquée sur la vaccination, mais aussi sur les initiatives phytosanitaires entre le monde agricole et puis la ville. On l'a vu aussi avec la loi sur le CO2, entre les régions fortement dotées en transport public et les autres, où les gens ont besoin de la voiture. Moi, je le vois en venant de la Broye. Et finalement, le risque, c'est qu'on s'enferme dans des bulles de filtre sur les réseaux sociaux. On ne s'entend plus, on ne se parle plus. Et là, évidemment, que le rôle des élus, c'est pas de crier avec les loups, mais c'est réellement de trouver le dénominateur commun qui permet de faire avancer la société. Et je vous disais tout à l'heure que ce qui m'a motivée en venant en politique, c'est d'arriver justement à finalement trouver ces règles de fonctionnement entre des gens qui sont très différents, avec des cultures différentes, des langues différentes dans notre pays, mais aussi entre les villes, les campagnes, etc. Et ça va être un défi majeur, parce qu'aujourd'hui, on a un risque, si on n'y prend pas garde, d'archipélisation de la société, avec des gens qui vivent sur des îles qui finalement ne s'atteignent plus. Merci à vous, Christelle Luzier. Merci beaucoup.